ligne du chemin côté droit, à l'entrée de la surface de réparation, le centre, ou pas de pénalty pour Monsef, il arrive pas à s'en trouver, Pascal, il est là, l'ouverture du score, pour la Saint-Lorraine, c'est Monsef Darka, qui ouvre le score, après 22 minutes de jeu. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 janvier 2018 et on est ensemble jusque 19h. On est bien le vendredi ensemble sur 94.2 FM sur Fadjet Radio. Alors elle est là, elle est autour de la table et comme chaque semaine finalement je n'arrive à m'en défaire. C'est Ingrid la belle beauté, salut. Salut Hakim, tu verras le jour où je serai pas là. Oui. Tu viendras gratter à ma porte pour que je revienne. Mais j'ai fait un compliment. Je dis Ingrid la belle beauté. Non, t'as dit, tu arrives pas à m'en défaire. Ah oui, mais après je me suis rattrapé, non? Allez, vas-y. Ça suffit pas? Alors Ingrid, aujourd'hui, tu vas nous l'apprendre, est une émission exceptionnelle. Exceptionnel, parce qu'aujourd'hui vous avez reconnu sa voix dans l'extrait. Oui. Nous recevons... C'est une petite nouveauté, t'as bien aimé? Oui, j'adore, ça me colle les frissons. C'est pour donner les frissons. Et puis pour pas rentrer dans la routine, on reçoit, je suis sûr que vous avez reconnu sa voix, je suis sûr que ça fera plaisir à tous les footballeurs, les amateurs de football qui nous écoutent ce soir. On a l'honneur de recevoir la voix de l'AS Nancy-Lorraine, Mathieu Barbier, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Espérons qu'il va s'enflammer un petit peu lors de notre interview. Qu'on puisse le reconnaître, c'est vrai. Lors de cette interview, quelques petites surprises, quelques grands noms aussi de ce foot lorrain pour faire des petites surprises et à vous et à Mathieu Barbier. Évidemment, il y aura du quiz. Évidemment, il y aura notre éternelle page AS Nancy-Lorraine et nos pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme chaque semaine, on attaque l'actualité sportive locale et particulièrement par le football. Mais vu que c'était un week-end de compétition de coupe, ma petite Ingrid, c'est directement la phase agenda finalement au début d'émission. Ouais, là on revient à la vie normale après les fêtes. La vie alors après les fêtes. Après les fêtes, après la trêve, après les tours de coupe en retard, à l'heure, nanani, nanana, on en revient enfin au championnat. Alors écoute bien Hakim, parce que je vais dire tous les matchs et à la fin tu diras quel match tu iras voir ce week-end. Ouf, dur. D'accord. En National 3, 2 matchs nous intéressent particulièrement. Pagny se déplacera à Bischheim, Lunéville se déplacera au FC Metz. En Régional 1, un seul match, Jarville recevra Épinal. Nos amis champignolais a priori sont exempts. En Régional 2, Blénaud recevra... C'est des matchs en retard il me semble, non? Ouais, ça a l'air d'être des matchs en retard, Ingrid. Non, c'est une journée de championnat classique, mais Champignol ne joue pas. Je crois qu'il y a un exempt chaque semaine en Régional 1. Ah bon? Ou alors c'est Amnéville peut-être. Tu sais qui a été reversé. Non, on entre vraiment dans une journée de championnat classique. En Régional 2, samedi à 18h, Blénaud recevra Golbet, Nomexy recevra Taon, Dombasle recevra Cosvillers, ça sera dimanche à 14h30. Arouet-Bénet recevra Plantière et Icourt recevra Raon-l'Étape, alors que Neuf-Maisons recevra Saint-Dié. Et du côté de la Régionale 3, Ingrid? Tous les matchs auront lieu dimanche à 14h30. Pagny recevra Girancourt, la réserve de Pagny. Ludre recevra Villers-Saint-Étienne. Éloie recevra Pulnoy. Blainville recevra Jarville, l'équipe 2. Et Vanier recevra Sorcy-Voie. Cap Sport, actu sportive locale. Alors tu le disais Ingrid au sommaire de cette émission, aujourd'hui est une émission exceptionnelle. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, voilà comment l'interview, je vous la présente plus, elle est autour de moi, donc autour de la table plutôt qu'autour de moi, c'est Ingrid, la co-animatrice de cette émission. On va d'abord présenter notre invité, puis forcément on ne peut s'empêcher d'évoquer son aventure avec l'AS Nancy-Lorraine, Ingrid, mais surtout ce qui nous intéresse, et c'est le but de chacun des interventions de nos invités, c'est de savoir ce que devient notre invité, que devient Mathieu Barbier, le futur de Mathieu Barbier, et je ne sais pas s'il a eu l'occasion de le faire déjà au cours de sa carrière, un portrait chinois du coup préparé par les soins d'Ingrid, et avec lequel on risque de bien s'amuser autour de cette émission avec quelques petites surprises. Avant toute chose, Mathieu Barbier, présentation de l'invité, comment est-ce que vous en êtes venu au micro? Quelle est votre formation initiale? Étudiant en histoire. Étudiant en histoire. Ouais, j'ai pas fait d'école de journalisme. Oui. J'étais formé sur le tard et je suis sans doute l'un des seuls qui suis venu par le sport. Parce que normalement, ça ne se fait plus depuis une vingtaine d'années. Les Thierry Roland, les Eugène Sacomano, qui n'ont fait que du sport, ça n'existe plus. Vous devez être journaliste avant tout. Et en fait, j'avais 20 ans, 22 ans. J'entendais Pierre Savary à l'antenne de Radio France Nancy-Lorraine à l'époque, écouter les matchs.
Et j'ai dit, je peux faire comme lui. Et j'ai envoyé une lettre, alors que j'étais étudiant, j'avais pas spécialement besoin d'argent, ni spécialement passionné, il faut être honnête. Et il m'a rappelé, j'ai fait un essai, et visiblement, ça a été plus concluant qu'on ne l'aurait imaginé, parce que la semaine d'après, je faisais le multiplex de France Inter. Puis après, j'ai fait des piges à France Bleu. Puis après, je suis rentré dans le journalisme tout court. Et en 2000, il y a un poste qui s'est libéré. Et le fait est que j'ai été intégré depuis 18 ans. J'en suis là. J'allais vous demander justement d'où venait cette passion pour l'animation. Donc c'est vraiment écouter d'autres faire. Non, je ne suis pas passionné par l'animation, je suis passionné par le journalisme. Ouais. Et le fait est qu'avec le foot, avec les matinales maintenant, la présentation des journaux, on est plus et les interviews des invités, on arrive dans une logique de ce qu'on appelle, avec un anglicisme, l'infotainment. C'est à la fois du journalisme mais aussi de l'animation. Pour accueillir les gens, quand on présentait le Mac des Sports avec Laurent Piloni le dimanche, on faisait 2 heures, on improvisait tout. Parce que c'est difficile parfois de tout écrire le dimanche soir. Et c'était une partie d'animation. Et ça, tous les journalistes ne peuvent pas le faire. Et c'est grâce au foot qui nous apporte une solidité dans l'improvisation qu'on peut le faire. Alors, on l'a bien compris, la motivation première, c'était plutôt en rapport avec le journalisme, Ingrid. Mais le fait de prendre le micro, alors pas forcément, tu aurais pu te destiner vers une carrière de journaliste écrit Non, impossible. Impossible. Je pense pas. J'ai l'impression que c'est pas le même métier. C'est-à-dire qu'on a les mêmes ressorts. Quand je vois la qualité de ceux qui écrivent en presse écrite, moi, j'ai pas spécialement de plume. Pourtant, j'ai une plume dans les journaux du matin que j'écris tous les matins. Mais j'ai pas la plume de la presse écrite où il faut délier, où il faut avoir des formules, une écriture ciselée. Je prétends pas avoir cette qualité-là. J'en ai sans doute d'autres, sinon je serais pas là où je suis, mais je pense pas avoir les qualités pour faire de la presse écrite. C'est mon point de vue. La télévision, c'est autre chose. Parce que la télévision, on touche au même ressort que la radio, à part qu'en télévision, on est 3 ou 4, ce qui est quand même plus confortable qu'en radio, on est tout seul. On est livré à soi-même et quand on fait le gros voyage, ça peut être usant. Ou alors, même quand on est seul dans un petit reportage, on ne peut se poser des questions qu'à nous-mêmes, alors qu'en télévision, on peut partager avec d'autres et c'est plus simple. On a évoqué déjà, Mimo, le foot. Est-ce que ça a toujours été une passion ou est-ce qu'elle est née justement avec cette passion du journalisme? Est-ce que vous avez déjà joué vous-même? Ah oui, j'ai joué au foot, mais à un petit niveau. Je n'avais pas les qualités suffisantes pour aller plus loin. Puis j'ai pas beaucoup de volonté non plus, donc quand j'étais tout petit en minime, quand il faisait moche, qu'il pleuvait, j'allais pas m'entraîner parce que je voulais pas le salir. Donc je me suis destiné au tennis où j'étais bien meilleur qu'au football, mais non, paradoxalement après coup, le problème c'est que plus on vieillit, moins on a de souvenirs, mais j'ai le souvenir du Jubilé Platini, mais pas d'être allé tant que ça à la Estancy-Lorraine. Simplement, je me suis pas pris d'amour pour le club. C'est simplement que mon métier m'amenait à commenter tous les matchs toutes les semaines et qu'au fur et à mesure, il y a des fidélités qui se créent, il y a des amitiés qui fonctionnent. Il y a une camaraderie qui, étonnamment, perdure au fil des années et on se retrouve comme ça à commenter pendant 15 ans et à ne plus lâcher l'affaire. Hein. Ingrid, on a bien compris, le foot, ça n'était pas forcément une évidence. On l'a pas vu jouer, hein, Mathieu Barbier. On peut pas dire s'il est vraiment aussi nul qu'il le prétend, mais on croit savoir que vous avez une maîtrise d'histoire. C'est une autre passion, ça n'a rien à voir? Non, ça fait partie de cette catégorie d'étudiants qui, quand ils ont le bac, se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire. Et effectivement, j'étais passionné par la télévision, pour le coup, par l'animation, parce que j'avais fait des stages à l'émission Pyramide avec Patrice Laffont. Je suis passé à Pyramide. Enfin, dans les coulisses, parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait derrière, ou chez Delarue, qui était mon idole quand j'étais jeune, à La Grande Famille. Et donc je me destinais à je sais pas quoi. Et j'ai fait une maîtrise d'histoire et le destin a voulu que je m'aiguille vers autre chose. Alors en 2002, vous me corrigez si je me trompe, vous devenez commentateur des matchs de la Estancy-Lorraine. Ouais, c'est 2002. Alors racontez-nous un petit peu le parcours. Vous dites arrivé à France Bleu et puis... Parce que j'étais pas tout seul. Moi, j'ai été intégré donc à 25 ans en l'an 2000. Et quand j'ai commencé, j'étais journaliste tout-terrain. C'est-à-dire que, comme d'ailleurs tous les journalistes en local, c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous êtes à Paris dans un service d'une radio quelle qu'elle soit, vous êtes dans le service sport, économie et société, culture et ce que vous voulez. Alors que nous, en local, on est obligé de tout faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est sans doute l'un des seuls métiers au monde où on se lève le matin, sauf quand je présente, mais ce qui est mon cas, mais où le reporter se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il va faire dans la journée. Un médecin, il sait qu'il va soigner une toux, il va signer une trachéite, il va soigner un bobo à la cheville. Nous, on peut faire n'importe quel sujet, passer d'un procès d'assises le lundi à un procès de correctionnel mardi, mercredi aller dans une exploitation agricole qui est inondée par la montée de la Mortagne, et le jeudi aller suivre un théâtre qui ferme parce qu'il manque de subventions.
Oui, il y a une grande variété de travail et c'est absolument exceptionnel. C'est pour ça que les localiers sont localiers, ils seront uniquement localiers. Alors justement, parce qu'en préparant cette émission, Ingrid, c'est un métier toi qui te faisait rêver, puisque tu l'as dit, journalisme, c'est ça, tu sais, le matin. Je me disais que c'était un des rares métiers où intellectuellement on s'enrichissait encore chaque jour. Ah oui, on apprend tous les jours. Je réfléchissais à quel métier offrait cette opportunité-là et j'en voyais pas beaucoup d'autres à part celui-là. Non. À part le faire personnellement, on peut toujours s'enrichir chacun de notre côté, on est bien d'accord. Mais nous, on est payé pour apprendre. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, tous les jours, quand je lance des sujets, j'apprends des choses et j'améliore ma culture générale. Alors, c'est souvent la culture de l'immédiateté, parce qu'on traite de la France et du monde. Donc, on traite des enjeux géopolitiques, si j'ose dire, et puis au niveau local de plein de dossiers. Mais toute l'info locale rejaillit sur l'info nationale quand on traite d'un procès d'assises. Encore cette semaine, ça nous permet de savoir comment fonctionne une cour d'assises. Qu'il y a un procès, qu'il peut y avoir un appel, ensuite à une cour de cassation. Comment fonctionne un procès. Tout ça, on ne le voit que de l'intérieur. Ou quand on est journaliste. Donc c'est l'un des avantages de notre métier, c'est que chaque jour, on apprend quelque chose. Alors tu l'as dit, Ingrid, on a ouvert cette page sur l'aventure de l'AS Nancy-Lorraine et Mathieu Barbet. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes bien sur 94.2 FM sur Fadjet et qu'on est donc avec Mathieu Barbier. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Partagez. Est-ce que, Mathieu, vous vous souvenez de vos débuts, de vos premiers commentaires? Déjà, il y avait du track, il n'y avait pas de track. J'ai l'impression de dire là, pas de track, non? Jamais, j'en ai jamais eu. Ah ouais? Au tout début, premier match, micro. Non, la première fois que j'ai fait un flash info, quand je vois la manière dont je présente maintenant et la rapidité avec laquelle je peux préparer un journal, je regarde par le passé, je me rappelle qu'il y a 15 ans, je suis venu poursuivre une matinale, je suis arrivé à 3h. Et à 6h, j'avais toujours pas fini le journal de 6h. Parce que j'étais pas organisé, parce que je devais stresser, parce que j'écrivais une brève, ça n'allait pas, un lancement, ça n'allait pas. Alors que maintenant, on peut écrire un journal, si on l'a bien hiérarchisé, en 25 minutes, 30 minutes, il est écrit le journal. Donc comme quoi, avec le temps, on progresse. Mais les débuts, j'ai jamais eu de trac. Alors ça m'ennuie, parce que Michel Drucker dit toujours que si on n'a pas de trac, c'est qu'on n'a pas de talent. Mais j'ai jamais eu peur. Je vais à l'antenne comme si j'achetais une baguette de pain. Quand les tours jumelles se sont effondrées en 2001... J'étais devant la télé et malgré mon jeune âge, on m'a demandé d'aller à l'antenne animer une émission spéciale. J'avais pas de trac lorsqu'il y a un grand événement. On en voit souvent, mais c'est pas parce que spécialement c'est moi, mais dans beaucoup de radios, on en voit souvent le sportif à l'antenne parce qu'il a l'habitude de gérer le. Quand on commente un match, on est 1h30 sans notes. Donc c'est quand même plus facile d'aller à l'antenne ensuite, lorsqu'il se passe un événement, même si c'est pas en sport, que quelqu'un qui a l'habitude de lire des notes. C'est aussi simple que cela. 2 citations de Michel Drucker en ce début d'interview. Oui, on a compris. C'est un exemple. Ah, c'est le taulier. La seule chose qu'il n'a pas animé dans sa vie, c'est le journal de 20h. Mais pourquoi je le prends en référence? Parce que quand on regarde le CV de Michel Drucker à 75 ans, il est absolument extraordinaire. Et on en oublie, pour ceux qui aiment le sport et qui nous écoutent, sinon ils ne nous écouteraient pas ce soir, il a commenté 4 Coupes du Monde. Ce qui en soi est déjà quelque chose d'exceptionnel. Mais il a commenté 4 Coupes du Monde, mais on ne le retient même pas dans son CV tellement il a fait de choses. Oui. Et c'est absolument affolant. On en revient à l'aventure qui vous lie à l'AS Nancy-Lorraine. Vous êtes rapidement devenu, on peut le dire, la coqueluche de tout un public. Est-ce que vous le ressentiez à cette époque? Oui. C'est évident, mais j'y suis pas pour grand-chose. C'est-à-dire que j'ai rien fait pour être aimé parce que j'étais pas d'une empathie extraordinaire avec les supporters. J'étais pas spécialement ouvert. Je faisais rien pour être aimé. Simplement, j'avais une manière de commenter qui était particulière, qui demandait beaucoup d'énergie, mais sur laquelle je ne faisais aucun effort parce que c'était comme ça. Je faisais pas exprès de m'enflammer. C'était, je dis pas que c'est un don parce que ça a rien de mystique cette affaire, mais voilà, j'ai commencé à commenter comme ça m'a demandé aucun effort, aucun travail particulier et c'est parti. Et ça, c'est sûr que quand vous êtes un commentateur à part, soit ça passe, soit ça casse et visiblement ça a passé. Ouais. Et maintenant, une nostalgie? Pas l'ombre d'une nostalgie, non. Quand j'ai arrêté il y a 3 ans, quand on m'a demandé de choisir entre les matchs et le matin, parce que je faisais à la fois les matchs et le matin, donc du lundi au jeudi, me lever à 3h, être en repos le vendredi, le samedi aller commenter le match, être en repos le dimanche et reprendre le lundi. C'était compliqué, c'était inédit dans ma maison. Et quand j'ai eu un tout petit problème de santé sur quelques semaines, on m'a dit ce serait bien pour pas que ça s'en nouvelle, pour que tu choisisses. Et j'ai choisi d'arrêter le foot et je continue à aller au stade de temps en temps pour accompagner mon père.
Mais quand je vois l'état de l'AS Nancy-Lorraine en ce moment, je peux vous dire que la on va y nostalgie, revenir. elle n'existe pas. On va y revenir. Vous, aucune nostalgie du côté des auditeurs, c'est pas tout à fait le même refrain. Vous le savez, vous le sentez, Non. que les gens vous le disent, non? Au début, je pense que oui, mais c'est comme voilà, une femme qui quitte son homme ou un homme qui quitte sa femme. Lorsqu'il se retrouve avec une seconde femme, il aime la seconde femme, mais il n'empêche, il repense au moment qu'il a passé avec la première. C'est comme ça, c'est la vie qui est faite comme ça. Et je vous rejoins pas là-dessus. Enfin, nous, en tout cas, quand on en parle, même nous, les gens vous ont pas remplacé, en tout cas. Non, on se remplace pas, surtout après 15 ans. Vous verrez que quand celui qui m'a remplacé, Cédric, aura fait 15 ans, si tant est qu'il fasse 15 ans, vous verrez qu'il aura sans doute le même rapport aux gens. Mais vous savez, c'est l'occasion qui fait le larron. Si Cédric avait vécu une finale de Coupe de la Ligue en 2006, des matchs de Coupe d'Europe en Ukraine, à Bâle, en Suisse, à Motherwell, en Écosse, une 4e place des demi-finales de Coupe de France ou Coupe de Lorraine, de Coupe de la Ligue, il aurait vécu des émotions qu'il aurait partagées avec les auditeurs. Pour l'instant, il a beaucoup moins de choses pour s'enflammer. Il a beaucoup moins de chance dans la trajectoire du club, mais c'est un excellent commentateur, hein, franchement. D'ailleurs, vous dites quelque chose de juste, je l'avais lu dans un papier, c'est très compliqué de un match finalement ou une saison où il se passe rien. C'est facile de commenter des grands matchs, et justement, c'est ce que vous venez de nous dire à l'instant. En tout cas, c'est un excellent commentateur. T'entends, Ingrid ? Oui, j'ai entendu. Oui. Après, on n'a pas la même manière de commenter. Simplement, comme il y avait une énergie dans mon commentaire, visiblement, les gens avaient l'impression d'y être. Et ça c'est exactement ça. Ça se travaille pas. C'est comme ça. On l'a ou on l'a pas. C'est une question d'intonation de voix. Si j'avais une belle voix, je pense que j'aurais pas réussi, parce que j'ai une voix un peu nasillarde. C'est bien dommage. Mais si j'avais une voix à la Garou, j'aurais pas pu faire passer les mêmes émotions. Et le souci, il est là. C'est-à-dire que mon talon d'Achille, en fait, était mon avantage. C'est qu'une voix pourrie peut vous permettre quand même d'arriver à faire vibrer les gens. Donc un succès, on est tous autour de cette table et tous nos auditeurs le savent. On est tous d'accord pour le dire. Un succès qui aurait pu vous amener sur d'autres propositions. Jamais eu de proposition radio, télé. On entendait parler de Canal+ à l'époque, vrai ? Oui. Refusé. Oui. Mais je suis à Nancy, moi. Donc ma famille est à Nancy. Et tant que mes parents, mon frère sont à Nancy, ma seule ambition, c'est de bien faire mon travail là où je suis. Et je suis pas attiré par Paris, par le métro, par les gouttes de sueur, parce qu'on se lève à 6h le matin pour aller bosser à 8h, rentrer le soir. Non, mon ambition, c'est de bien faire mon métier là où je suis. Non, j'écoute attentivement. On parlait de nostalgie tout à l'heure. Hier, quand on a préparé cette interview, on se souvient de ces nombreux supporters qui écoutaient les matchs de Nancy. Moi, ce dont je me souviens, c'est les gens qui, au stade, écoutaient vos commentaires. Ils étaient à Pico, donc avaient le match sous les yeux, mais avec Mathieu Barbier dans les oreilles. Ça m'a toujours marqué, parce qu'il y a toujours un léger décalage entre le commentaire et la radio, puisque comme on passe par un satellite, il faut le temps que le signal monte au ciel et redescende. Donc il y a toujours un léger décalage. Alors la radio en hertzien, c'est quelques dixièmes de seconde, mais en télévision, ça peut être 2 à 3 secondes. Et j'étais fasciné par les gens qui, par plaisir de m'écouter, sautaient un peu de suspense, parce qu'ils m'entendaient commenter l'action avant de l'avoir vu. Avant de l'avoir vu, ce qui ôte quand même une part de magie, et pourtant ils le faisaient. Donc je trouve ça super. Et combien de fois j'ai vu des dizaines de spectateurs au Stade Marseille-Picot qui montraient l'écouteur à travers ma vitre de commentateur et qui me disaient « T'es là ?» Je dis, c'est incroyable, j'avais envie de dire, mais vivez votre match, ôtez vos écouteurs, vivez-le tranquillement votre match. Mais c'est ce qu'on aimait, c'était votre folie, votre spontanéité, pardon, parce qu'on avait l'impression que vous étiez possédé, vous nous faisiez vivre le match comme personne. Je me souviens être assis aussi pareil au tabouret, j'aurais pu le regarder à la télé, mais non, avec derrière mon petit autoradio, je vivais une touche comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, parce que par contre quand je voyais les résumés le soir ou dans le jour de foot, je me suis dit mais en fait il s'est rien passé dans ce match. Non, je m'inscris en faux. Parce que j'ai eu des centaines de fois cette réflexion en disant une frappe qui passe 10 mètres au-dessus, on a l'impression qu'elle passait sous la barre. Et en fait, non, c'est une vue de l'esprit. De par mon métier, parce qu'on a quand même une charte déontologique, quand un match n'était pas bon, je le disais. Je ne survendais jamais mes matchs. Je suis pas un vendeur de poissons. En revanche, ce qui a pu amener les gens à se poser cette question, c'est que quand vous commencez une action, que vous avez la possibilité vocale de la suivre dans toute sa longueur, en modifiant votre débit de parole par rapport au rythme de l'action, ce qui n'est pas facile. J'explique à tous ceux qui nous écoutent ce soir, vous regardez un match ce week-end, vous essayez de commenter une action, et vous verrez qu'au bout d'un moment, pour la plupart d'entre vous, quand l'action va s'accélérer, vous perdrez votre débit de parole et vous terminerez par des onomatopées en disant « oh là là, oh là là, oh là là », parce que vous ne trouverez pas les mots pour le dire. Mais moi, j'avais cette chance que les mots venaient. Donc, quand vous commencez une action,
que l'action devient dangereuse et qu'au bout du compte, elle ne l'est pas, vous êtes quand même dans votre envolée et vous la terminez. Je comprends pas. C'est aussi simple que ça. Donc simplement, elle commençait bien, c'est comme un super film. Oui. Vous êtes emballé par un super film, vous appelez quelqu'un, vous êtes seul dans la salle de cinéma en disant écoute, c'est fantastique, faut que tu viennes. Et à la fin, vous l'appelez, le soufflet est retombé en disant bah non, la chute est pas bonne, donc ne viens pas. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on s'emballe, et au bout du compte, si le joueur frappe à côté, bah, ça ne devient pas une action. On retient le fait que le commentateur s'est enflammé avant, sauf qu'il avait toutes les raisons de s'enflammer. Je sais pas si j'étais très clair. C'est très clair, justement. Parfaitement clair. Ouais. Très bien expliqué. Ingrid. Grégoire Margoton, il fait un peu ça aussi. Il nous enflamme, puis... Et puis, des fois, ça retombe comme un soufflet. Certaines de vos phrases restent cultes pour tous les supporters nancéens. On en a une en particulier. Gennaro, c'est le gardien du ciel. Alors justement, je me rappelle de ce match-là. On est allé à la rencontre de Gennaro Brasiliano. Je te propose de réagir juste après. C'était lors d'un certain match. Rennes-Nancy, saison 2005-2006. Mathieu Barbet s'est exclamé « Gennaro est le gardien du siècle ». Est-ce que tu sais, Gennaro, cette phrase, est-ce qu'elle est vraiment arrivée à tes oreilles à ce moment-là? Bonjour d'abord. Je me rappelle très bien de cette soirée-là, en fait. Et moi, sur le coup, je le sais pas sur le coup, mais je me rappelle très bien de cette soirée. Et pendant à l'interview d'après-match, je vois Mathieu et je le vois rincer, quoi. Franchement, je savais pas ce qui s'était passé, mais je savais qu'en tout cas, le match, il l'avait vécu à fond. Qu'il avait mis toute son énergie. Et voilà, et puis si vous réécoutez cet extrait, bah, vous pouvez facilement vous rendre compte que qu'il jouait pas un rôle, quoi, qu'il se forçait pas, en fait, il vivait vraiment le truc. Et en fait, quand moi je suis retourné dans le bus, j'ai vu mon téléphone et tout le monde me parlait de ce moment, en fait. Alors, à ce moment-là, t'en penses quoi? Flatté, forcément? Bah oui, mais bon, vous savez, je suis pas surpris en plus parce que Mathieu, nous, il faisait partie de l'aventure, en fait. Mathieu, il a tout connu avec nous, hein. De Nancy 3 en Ligue 2, le retournement de situation, enfin la victoire à 9 contre 11 jusqu'à Schalke 0-4 ou même la victoire en Coupe de la Ligue. Mathieu, il a tout partagé avec nous. Donc il vivait ce qu'on vivait, en fait. Il était aussi, voire plus déçu que nous quand on perdait, et aussi, voire plus content que nous quand on gagnait. Donc il faisait vraiment partie, pour moi, je vais dire, de la famille élargie. Voilà, il faisait partie du truc, en tout cas. C'était la voix de la SNL de cette période. Justement, c'était la question que j'allais... Il y faisait vraiment partie, physiquement, il était avec vous avant les matchs, après les matchs? Bien sûr, tout ce qu'on a vécu, il l'a vécu. Il était après les matchs, voilà, comme je vous dis, il vivait les mêmes choses que nous, en fait. Partout où on était, il était là, que ce soit à la Corogne, que ce soit à Lorient ou à Niort, voilà. Mais Mathieu était toujours avec nous, en fait. Un petit message peut-être pour Mathieu qui t'écoute justement. Alors Mathieu, un grand bonjour. Ta voix, elle me manque beaucoup, ton contact aussi. Et moi, je lui souhaite beaucoup de bien parce qu'en tout cas, je sais que lui, comme d'autres, il a grandement contribué, donc déjà à la belle image de la SNL, mais aussi à ma belle image personnelle en tout cas. Donc je veux vraiment le remercier du fond du cœur et je l'oublie pas. Et je l'oublierai jamais d'ailleurs. Quel beau message. Merci beaucoup en tout cas, Gennaro Brasiliano, d'avoir participé à cette émission spéciale Mathieu Barbier. Bonne saison à toi, Gennaro. Merci beaucoup. Merci, Gennaro. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Déjà, le mot aventure, Mathieu Barbier, c'est vraiment le mot qui ressort de cette interview. Tu as fait partie de cette aventure. Oui, mais parce que j'avais une chance énorme et unique que mon successeur n'a pas, et pour des raisons autres, il a raison d'ailleurs, et d'une certaine manière, c'est que moi j'ai vécu à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que la plupart du temps, je peux le dire maintenant, il y a prescription, je voyageais soit avec les joueurs, soit avec le président, donc je dormais jamais à l'hôtel, et j'étais avec eux à l'avant-match, j'étais avec eux à l'hôtel, parfois même j'ai mangé avec eux la veille du match. J'étais dans le bus avec eux pour aller au stade, je repartais, j'étais en bus avec eux, j'étais avec eux dans l'avion. J'ai absolument tout connu. Donc, effectivement, quand vous partagez au-delà du match, et pas seulement les confs d'avant-match, les conférences d'après-match, il y a automatiquement des liens qui se créent. C'est aussi simple que ça. C'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai vécu toutes ces aventures avec eux. Ingrid, poursuis. T'es sous l'émotion, hein? Non, mais oui, bien sûr. Non, mais parce que c'est des souvenirs. Gennaro, il faut se rappeler que même... On a revu les images. Réécouter, mais parfois sur YouTube, je l'écoute. Oui. Et en toute modestie, c'est vrai que j'ai les poils qui se hérissent. Mais il faut bien préciser que c'est la 92e minute à Rennes, ce match effectivement en 2006,
où Diena, il sort 2 arrêts dingues, et effectivement, je m'enflamme, parce que finalement, c'est pas le gardien du siècle. Mais à ce moment-là, on mène 1-0, il est dans les arrêts de jeu, il sort 2 arrêts dingues, et derrière, de mémoire, on va marquer. Oui, il y a du chemin qui fait 50 mètres, qui casse les reins du gardien avec 2 fans de corps, qui va marquer. C'est un match important pour le maintien, et là, oui, je suis devenu dingue. Là, je sors du corps, et c'est mon esprit qui s'exprime, et si je me réécoute, je me dis, il est complètement fou, le mec-là. Mais c'est un fait, et c'est sûr que vous le réécoutez 100 fois, vous vibrez 100 fois, mais parce que encore une fois, c'est eux qui vous permettent de vivre ces émotions. S'ils font un match en bois et qu'il ne se passe rien, vous faites vibrer personne. C'est pas moi qui fais vibrer les gens, c'est eux par l'intermédiaire de ma voix qui font vibrer ceux qui nous écoutent. Ouais. Je pense que c'était un joli mariage des deux pour le coup. Oui, effectivement. Après, il y avait une grande relation de confiance. Vous nous l'avez dit, Mathieu. Vous voyagez avec eux, vous avez des relations particulières avec eux. C'est à double tranchant. Vous ne les avez jamais trahis, vous n'avez jamais. C'est pas mon boulot. Vous auriez pu peut-être à un moment dévoiler, ne serait-ce qu'une compo d'équipe, quoi. Jamais vous ne l'avez, il me semble, même pas jugé déjà. Si, moi, je suis toujours parti du principe que je ne commentais jamais une composition d'équipe de départ parce que je ne voyageais pas tous les entraînements. Alors effectivement, je pouvais me dire, moi, mais pourquoi Pablo met ce joueur-là alors que moi, je ne le trouve pas bon. Mais qui vous dit qu'il n'a pas été super bon toute la semaine? Donc, je ne critiquais pas une composition d'équipe. Mais quand je vous disais que c'était à double tranchant, c'est que si vous voyagez avec eux, il est parfois... En tout cas, le risque est parfois de s'auto-censurer pour pas dire tout ce qu'on pense. Et là, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est dire ce que je vois. Et notamment dans les périodes où ça allait mal, que ce soit pour la vente du club, j'étais déjà plus là, la vente potentielle, mais quand il y a des changements d'entraîneur, l'époque où Jean Fernandez n'était pas bien, par exemple, ou quand même Pablo était en difficulté. Là, quand vous êtes au milieu de tous et que vous devez quand même faire votre boulot, ça peut être compliqué d'avoir le recul. Sauf qu'ils ont toujours été intelligents pour savoir que je ferais mon boulot de toute façon, et que si un jour il y avait schisme, eh ben, je ne voyagerai plus avec eux et que je ferais mon boulot tout à fait normalement comme tout le monde. Un des incontournables à l'époque, qu'aucun footballeur amateur ne ratait pour rien au monde, Hakim peut en témoigner, c'était le rendez-vous des sportifs, le dimanche soir. Pourquoi l'émission s'est-elle arrêtée? Ça n'existe plus? Faute de successeur? Non, pour des raisons internes, sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant, de politique, mais d'entreprise. Mais c'était un super moment parce que c'était 2 heures d'émission. Pour nous, c'était pratiquement la fin de la semaine avec Laurent, parce que quand vous êtes sportif, vous êtes hors repos la semaine. Vous êtes hors repos les mardis et mercredis, et votre semaine commence le jeudi. Vous faites de l'actu gênée le jeudi. Le vendredi, vous allez au foot faire ce qu'on appelle les avant-sujets, qui sont diffusés le jour du match, le samedi. Le samedi, vous êtes en déplacement. Donc j'avais la chance de partir avec eux, donc mes déplacements étaient courts. Mais bon, prendre l'avion, c'était quand même fatigant, parce que derrière, vous commentez un match, et c'est usant de commenter un match. Vous reveniez le soir, en pleine nuit souvent, parfois 1h du matin, quand le déplacement est lointain, comme en Bretagne ou dans le sud-ouest. Et le dimanche, vous reveniez pour préparer une émission de 2 heures. Donc oui, c'était un grand moment de liberté parce qu'on faisait peu ou prou ce qu'on voulait. Voilà. Ce que vous vouliez, mais ce qui était très écouté, je me souviens, toutes les voitures, foot tout le amateur. monde écoutait ça. Foot amateur, c'était vraiment... Hakim dit on revenait de Bar-le-Duc ou d'ailleurs, on était nécessairement branchés sur le rendez-vous des sportifs. C'était vraiment bien fait, le classement, tout en instantané, on n'avait pas besoin d'attendre le petit journal du lundi matin. Pardon. Non. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et j'avoue que je me suis permis la question parce qu'on se l'est tous demandé pourquoi ça n'a pas continué. Bon, c'est des raisons donc internes à France Bleu. Mathieu, l'aventure s'est arrêtée en 2015. Vous venez de l'évoquer avec nous. C'est quoi? C'est les déplacements qui ont un peu pesé. C'est le fait de faire un choix, comme vous le disiez au début de cette interview, entre 2 choses bien distinctes. C'est la 3e année là? Je sais même plus. Oui. D'accord. Déjà. Oui. Ouais, je sais plus si c'était 2, 3 ou 4 ans. Oui, mais parce que je faisais déjà les journaux du matin, le prime time, le 6h, 9h. Du lundi au jeudi, et je vous le disais tout à l'heure, j'étais en repos le vendredi et j'allais faire le match le samedi. Et donc je rentrais et j'avais le repos le dimanche et rebelote le lundi. Et voilà, en général, soit vous êtes sportif, soit vous êtes matinalier, vous ne faites pas les deux. Et un jour, je me suis réveillé avec une paralysie du visage qui a duré 6 semaines, pour tout vous dire. Et là, on m'a demandé si je pouvais éventuellement, à la fin de la saison, donc c'était en fin 2015 du coup, si je pouvais à la fin de la saison faire un choix pour l'année d'après. Et donc j'ai dit, écoutez, je garde le matin, j'ai fait le tour du foot, terminé. Voilà. Terminé. Avant de passer à la dernière rubrique et de laisser partir et filer Mathieu Barbier, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour diffuser une interview surprise aussi. C'était lors du rendez-vous des sportifs. Vous aviez un acolyte, Laurent Piloni. Oui, Laurent Piloni. Ouais. Vous avez formé avec lui pendant quelques années sur les ondes de France Bleu un joli duo. Est-ce que tu as une nostalgie de cette période, Laurent? Nostalgie, je sais pas, mais en tous les cas, on a passé vraiment de très très bons moments avec Mathieu. On s'est très bien entendu.
Même si parfois on n'était pas toujours d'accord, mais on a toujours eu le mérite de discuter et puis d'échanger. Je pense que c'est ça qui a fait notre force. Et aujourd'hui, il est passé à autre chose, il a souhaité passer à autre chose, donc je respecte son choix. Et je pense qu'il est très épanoui dans tout ce qu'il fait, et c'est ça l'essentiel. On rappelait beaucoup combien Mathieu Barbier était adoré par tous les supporters nancéens. Il a bien un vilain défaut, non? Il en a plein des défauts, il en a pas qu'un, hein, et plein de vilains en plus. Hein. Il a raison. Il en a tellement que je peux pas les narrer maintenant, parce que en fait ce garçon est très attachant, et il est très fidèle, et il est très sensible aux autres et ce que ressentent les autres. D'accord. Je dirais plutôt que c'est une grande qualité, et pour moi Mathieu a très très peu de défauts. Est-ce que tu peux nous évoquer le plus beau souvenir que tu as pu partager avec Mathieu? Des souvenirs, il y en a eu beaucoup. Des beaux souvenirs, il y en a eu également beaucoup. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie de ce côté-là. Tout ce que je peux dire, c'est que du début à la fin, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et on avait quasiment la même façon de travailler, la même manière de travailler rapidement dans tout ce qu'on faisait, et on était très très efficace. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a été un duo efficace et comment dirais-je, altruiste. Voilà le terme que je cherchais. Et pour terminer, Laurent, en tout cas, et en te remerciant, est-ce que tu as un petit message à lui faire passer? Un message à faire passer à Mathieu, qu'il arrête d'être de mauvais poil le matin. Non, c'est de l'humour. C'est de l'humour. On s'en doute. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Piloni, d'avoir été avec nous dans cette émission et d'avoir aussi ponctué de ta voix et puis de tes qualités. On le sait qu'on te retrouve aussi chaque jour sur les ondes de France Bleu Sud-Lorraine. Et on te remercie d'avoir participé une nouvelle fois à cette émission. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir, bonne continuation à tous. Merci Laurent. Bonne continuation. Au revoir. Alors Mathieu, on vient d'avoir justement Laurent Piloni qui nous a livré quelque chose de votre caractère, fidèle, attachant. Finalement, c'est l'image qu'on a de lui, Ingrid, qu'on a pu se faire en voyant les différents matchs. Par contre, le réveil du matin, c'est compliqué? Non, pas du tout. C'est parce que on m'appelle le râleur, je râle tout le temps. Mais non, se lever à l'heure à laquelle je me lève, je ne vais pas la donner par charité chrétienne, mais se lever en pleine nuit... je trouve ça génial. C'est plus dur de se réveiller de la sieste, comme c'est le cas au milieu d'après-midi, parce qu'on ne sait plus où on est, que le matin, où on met le réveil et on part, il n'y a personne dans les rues, et savoir qu'on écrit des journaux, qu'on malaxe l'information pour des dizaines de milliers de gens qui se réveillent, c'est fantastique. Nous, on est des passeurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui toute la journée travaillent en cuisine pour préparer les aliments, et moi je suis simplement le maître d'hôtel qui le matin vient faire en sorte que la bouffe soit bonne et que le plat soit bien décoré. Mon objectif, il est là, c'est de faire venir les gens et faire en sorte qu'ils aient envie d'écouter les sujets qui ont été préparés la veille. C'est aussi simple que ça. Ceux qui sont importants, c'est ceux qui sont derrière, c'est pas nous. Hein. Alors vous êtes revenu, on l'a dit en début d'émission, vos premières amours, donc le journalisme, la politique, la géopolitique. Ouais. J'ai toujours fait la politique, même quand je commentais les matchs, je faisais les soirées électorales, qui est à mon avis l'exercice le plus dur qui soit, parce qu'on est dans l'improvisation permanente, ça dure 3 heures, on reçoit des politiques en permanence, il faut jongler, il y a le temps à gérer également. Donc j'ai toujours fait ça, je n'aurais jamais fait que du foot, c'est pas possible. Donc j'ai toujours fait les deux. La preuve, quand il a fallu choisir, j'ai abandonné le foot. Ouais. Que devient Mathieu Barbier? C'est la dernière rubrique avant de le laisser filer. Mathieu, est-ce que vous êtes toujours à l'affût des performances de l'AS Nancy-Lorraine de manière passionnée ou plutôt détachée? Je m'explique, vous êtes sur Résultat Foot, vous regardez toutes les secondes ce que l'AS Nancy-Lorraine fait, vous regardez le soir vite fait ce qu'ils ont fait? Non, je regarde souvent les matchs, d'ailleurs je suis atterré ces derniers mois, mais c'est plus la même génération qu'à mon époque. Les Brasiliano qu'on a entendus, les Benjamin Gavanon, les Pascal Béranguet, je les connaissais tous, je partageais leur quotidien. Donc... Et Jonathan Brison dont tu as demandé une statue au milieu de la place. Évidemment, Jonathan Brison, mais ça c'était des vrais mecs, des mecs super qui sont restés humbles malgré tout l'argent qu'ils ont gagné, parce que la génération là elle est en or, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. C'est à l'époque en 2008 où Nancy marchait sur l'eau. Là on n'est plus dans cette logique là, et pourtant les gars restaient les pieds sur terre, et dans les dernières années j'avais plus le même rapport avec les joueurs, c'est plus la même génération, hein. On passe de la génération des joueurs de cartes à la génération PlayStation, et c'est pas du tout la même chose, hein. Donc il n'y a pas de regret. Ingrid. Mais comment vous l'interprétez? Quoi? Ben ça, que ce soit plus la même chose.
Parce que la c'est un société problème a changé, parce que la société a changé, parce qu'on gagne de l'argent beaucoup plus jeune, on gagne beaucoup plus d'argent beaucoup plus jeune, et que l'argent fait tourner les têtes, sauf si vous êtes bien entouré. Gennaro Brasiliano, par exemple, quel que soit son salaire, il a été multiplié par 30 comme en quelques années, et ça n'empêche que c'est resté le même joueur. Et il y a des joueurs dont je ne citerai pas le nom, dont l'argent est monté à la tête, et ils ont oublié d'où ils venaient, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Qui dit que si nous, on n'avait pas gagné des dizaines de milliers d'euros par mois, si on n'avait pas changé de mentalité, de personnalité. Une descente en nationale, d'après vous, c'est envisageable ou on est à Non, l'abri? je crois pas, parce qu'il y a vraiment plus nul derrière. Tours, c'est nul. Quevilly, c'est pas bon. Bourg-en-Bresse, c'est nul. Donc même si nous, on n'est pas très bon, on devrait s'en sortir. Le problème, c'est que on a un nouvel entraîneur qui s'appelle donc Didier Tolo. Je suis pas sûr que ça fasse rêver les foules. Il vient pour une mission commando, on verra. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un problème structurel de recrutement. Ils ont recruté des joueurs qui n'ont pas le niveau. C'est pas possible. On peut pas marquer un but, donc c'est compliqué. Derrière, on n'est pas bon. On n'a pas de gardien. Voilà, quand vous n'avez pas de gardien, vous n'êtes pas bon derrière et que vous marquez pas de but, ça devient compliqué. Effectivement, décrit comme ça va être compliqué. Oui. C'est compliqué de jouer au foot. Donc, heureusement que je commande plus en ce moment, parce que ce serait des coups de gourdin, parce que c'est pas possible. Il y a rien qui change, et pourtant, c'est catastrophique dans tous les sens du terme. On va pas demander un pronostic alors, Ingrid, finalement. Non, ils termineront 15e ou 16e, je me fais pas de bile. Il y a aussi l'histoire d'un club qui permet souvent de s'en sortir. Et vraiment, je pense qu'il y a déjà Tours est en bas, donc il reste plus qu'une place. Après, il y a celle de barragiste. Mais il faudrait être dernier sur les 19 équipes restantes. Je pense que Bourg-en-Bresse et Quevilly ont plus le profil pour l'être. Mais on ne terminera pas 10e. On n'a pas les qualités pour être 10e. C'est impossible. Vous dites, si j'étais encore à l'antenne, ça serait des coups de gourdin. Est-ce que vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire, même vos successeurs? C'est notre métier. Il n'y a pas de... l'AS Nancy-Lorraine... Cédric qui m'a remplacé est sans doute encore plus cash que moi, parce qu'il n'a pas les mêmes rapports amicaux que j'avais moi avec certains joueurs. Parce que je vous ai dit, la génération de joueurs n'est plus la même. Donc il est encore plus direct dans ce qu'il dit. Moi, je devais parfois prendre des gants. Mais l'avantage, c'est que les écrits restent et les paroles s'en vont. Donc moi, je pouvais dire les pires insanités sur un joueur. Ça m'arrivait de dire que tel joueur était en bois. Si mes confrères de l'Est républicain avaient écrit ça dans l'Est, le matin, le joueur venait les voir. Moi, ça passait. Ça s'entendait, mais ça passait. Mais effectivement, le problème, c'est que les écrits restent et on sait ce qui est écrit. Et la radio, parfois, moi, j'ai des joueurs comme Benjamin Mukanjo qui venaient me voir en disant « Oui, t'as dit du mal de moi et parce qu'on leur relayait l'information. Parce que par définition, ils n'entendaient pas eux puisqu'ils jouaient. Et c'était leur famille. Et leur famille, c'est le téléphone, c'est arabe où on déforme. Ouais, c'est le fameux téléphone arabe où chacun dit son avis. Au bout d'un moment, ça arrive dans l'oreille du joueur et c'est plus exactement ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Benjamin Mukanjo, j'ai toujours dit que c'était un faux joueur. Que s'il n'avait pas la vitesse, il ne serait pas joueur professionnel. C'est un fait. C'est peut-être ça alors. C'est comme ça. C'est ainsi. Et d'ailleurs, il est parti jouer en Chine, c'est pas pour rien. Mais c'est tout. Voilà. Je disais les choses, mais parfois ça passait à l'as. Dernière question avant de porter au portrait chinois, Ingrid. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Où est-ce qu'on va pouvoir suivre Mathieu Barbier sur les prochains mois, les prochaines années? Continuer à réveiller 110 000 personnes tous les matins entre 6h et 9h sur France Bleu, qui est la 5e radio de France, rappelons-le. Nous sommes devant Europe 1 maintenant. Et voilà, nous sommes de 2e radio en Lorraine. Et c'est toujours un plaisir d'être la première personne que des milliers d'hommes et de femmes écoutent, avant même de dire bonjour à leur conjoint. Donc on a un rôle particulier, voilà. C'est quand vous êtes la première fois qu'on entend le matin, avec celle d'Emmanuel Rousseau, qui est l'animateur de la matinale. Voilà, c'est absolument pas une fierté, ça n'a rien à voir. C'est que c'est une responsabilité. On vous sent passionné par ce que vous faites. Si vous n'êtes pas passionné par le journalisme... Non, mais ça pourrait s'estomper peut-être au fur et à mesure des années. Ah non. Je reste un grand enfant, moi. Donc, voilà. Ingrid, c'est ton moment. Non, tu vas m'aider. Hein. Tu m'abandonnes pas. Hein. Allez. Si vous étiez un sport collectif autre que le foot? Le handball. Parce que je trouve ça incroyable, les mecs qui font 2 mètres, ils sont 6 sur la ligne, ils se mettent des tampons en permanence et pourtant ils arrivent quand même à marquer des buts dans une cage qui est plus petite qu'un pot de yaourt et je trouve ça génial. Un sport individuel, le tennis, on en a parlé tout à l'heure. Avec Roger Federer. J'ai 2 idoles dans ma vie, dont l'une c'est Roger Federer. C'est absolument exceptionnel. Et l'autre c'est Michel Drucker? Non, c'est quelqu'un du monde politique et je ne citerai pas son nom. Plutôt CFC ou téléfoot? CFC. Je regarde jamais téléfoot le dimanche matin. Mais toujours le CFC quand je peux. Ouais. FIFA ou PES? Aucun.
J'étais nul. Ou Mario Kart. Ah, Mario Kart. Mario Kart. Ouais. J'ai l'intervention d'un de vos amis d'enfance qui a souhaité réagir par rapport à ces fameuses parties de Mario Kart. Salut Marco. Salut Hakim. Alors, tu le sais, Ingrid est avec moi autour de la table. Marco, est-ce que tu peux nous dire de quand date ton amitié avec Mathieu Barbier? On sait que tu le connais plutôt bien. Oui, ça fait un petit moment qu'on se connaît. J'allais très souvent chez lui d'ailleurs. À la bonne époque, on était encore un peu plus jeunes. On se faisait souvent des petites soirées consoles qui étaient assez tonitruantes et Mathieu savait aussi nous prouver tout l'esprit de compétition qu'il avait. Alors justement, ça faisait partie des questions qu'on voulait te poser lors de ton passage ici en studio. Tu avais évoqué des parties de Mario Kart d'anthologie, explique-nous. C'est ça, tout à fait, ouais. C'était vraiment... on était vraiment plus jeunes, on avait tous un peu plus de temps, comme on dit. Maintenant, on a tous un petit peu changé nos vies aussi, et c'était assez marrant. C'était toujours, Mathieu avait toujours cet esprit de se dire que c'était le meilleur, mais bon, généralement, il avait un petit peu du mal à me suivre. Tu te souviens d'un souvenir particulier à part ça avec Mathieu? Ah bah, je me rappelle que son mur de chez lui, en tout cas, avait morflé suite à, d'ailleurs, un de vos anciens passages aussi, qui est sûrement passé par chez vous aussi, Anthony Rigol, qui avait réussi à lui casser son mur, tout ça parce qu'il avait perdu sur une partie de Mario Kart, qui était resté une anecdote très intéressante et assez drôle, comme je dirais. Bah en tout cas, merci beaucoup Marco pour ton intervention et on te souhaite bien évidemment une bonne saison avec ton club de l'AS Lutte et puis te revoir bientôt dans notre émission. Pas de problème, avec plaisir. Ciao Marco, merci. Mauvais joueur donc? Ouais, mais Tony m'avait pété le mur, il avait jeté la télécommande contre le mur, il avait fait un trou d'une balle de tennis. Et c'est vrai qu'il faut savoir que Mario Kart, c'était 32 courses et c'était une vraie compétition, ça durait 1h30. On sortait de là, on était lessivés, parfois on faisait 2 manches. Et c'était presque une passion avec Tony, on essayait de jouer une fois par semaine, on devenait dingue, hein, ouais, c'était très addictif. Ingrid, on poursuit ce portrait chinois. Votre stade préféré? Oh, le Parc des Princes. Celui où j'ai le plus commenté, c'est Rennes, parce qu'il y a eu la Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat. Mais le Parc des Princes, ça reste quand même une magnifique enceinte. Ouais. Je les ai tous faits, hein, de toute façon. Donc, Liga ou Première Ligue? Enfin, la Première Ligue, c'est un spectacle. La Liga, c'est du foot. C'est pas la même chose. Bien. Real ou Barça? Barça. Messi ou Ronaldo? Messi, c'est pas de doute. Le joueur qui a marqué votre jeunesse? Oh, Platini, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Platini, c'est sans doute le seul joueur avec Maradona que ce soit dans les années 80, 90, 2000, 2010, il aurait réussi parce que quand vous êtes intelligent et que vous avez le pied, vous savez, les grands joueurs sont tous intelligents, excepté Franck Ribéry. Et encore, Franck Ribéry, il est intelligent sur le terrain. Vous pouvez pas être un grand joueur si vous n'êtes pas intelligent. Donc, certains joueurs qui n'arrivent pas à devenir grands joueurs, c'est parce qu'il leur manque l'intelligence. Le fait de comprendre tout avant tout le monde. Je te regarde parce qu'on a déjà eu cette conversation-là un jour et je te dis que pour être un grand footballeur, il faut nécessairement être intelligent. Et je crois t'avoir dit, je crois que l'exception c'est Ribéry. Oui. Je crois que j'ai tenu exactement le même discours. Oui, mais il est intelligent sur le terrain. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est une forme d'intelligence. Le joueur actuel qui vous impressionne? Messi. Oh oui, mais Messi, c'est pas un joueur, c'est un extraterrestre. Messi, on l'autre, on ne vivra jamais ça. Messi fait des passes que c'est le Ferrari du tennis. Il fait des passes que lui seul peut faire, au-delà de sa qualité de buteur. Mais Messi, c'est un grand joueur. Ronaldo, c'est un grand buteur, ce qui n'a rien à voir. C'est devenu un grand buteur. Grand joueur, je pense que Kevin De Bruyne de Manchester City, qui paie pas de mine, c'est un joueur absolument exceptionnel. Ouais. Et Harry Kane, l'attaquant de Tottenham qui est capable de tout faire. Ouais. L'événement sportif le plus marquant à vos yeux? Ça reste les Coupes du Monde. Là. Cet été, on va passer notre temps devant la télévision, on va pas rater un match. Les 98 ou les Jeux Olympiques. Parce qu'encore une fois, quand vous entendez Patrick Montel, bah voilà, quand on revient en commentaire, il vous commente une finale de 100 mètres, il y a Patrick Montel et les autres. Et vous vibrez également. Voilà, c'est tout, c'est la même chose. Et ça, c'est les Jeux Olympiques. Ouais. Votre pire souvenir, footballistiquement parlant? Il y en a eu. Des matchs à 0-0 avec aucune occasion de but, j'en ai vécu. Il n'y a pas un pire du pire avec en plus de ça. Non, je parlais plutôt d'événements tristes plutôt que d'événements médiocres. Un avion qui décolle pas à la suite d'un 0-0, c'est compliqué, non? Plus triste que ça encore, plus triste. Non, mais une défaite, tu vois, je sais pas. Non. Une descente en Ligue 2, ça doit être des choses compliquées à vivre aussi. Non, et puis j'arrivais vite à faire le vide, même quand on descendait en Ligue 2. Oui, à relativiser. J'avais retrouvé le plaisir de commenter. Non, les déplacements à l'époque où je les faisais en voiture, où vous êtes obligé d'aller à Guignon, je sais même pas où c'est sur la carte. Il n'y a qu'un hôtel, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre celui-là. Vous faites un match à 0-0, vous partez le lendemain. Là, vous te dites que c'est bien comme métier, mais bon, c'est compliqué. Et le plus beau souvenir, footballistiquement parlant, pour terminer sur une jolie note? Je crois que c'est le déplacement en Ukraine.
Parce qu'il faisait moins 10 degrés quand on va à Donetsk. On fait un partout de mémoire. Je crois que c'est Fortuné qui marque. Il y a un monde fou dans le stade. Je découvre une culture, un pays en Ukraine. On était logé dans un hôtel 4 étoiles, puisque là-bas, vous n'aviez pas trop le choix. C'était soit des hôtels de luxe, soit des hôtels dans lesquels les footballeurs ne vont pas. Et nous, comme là, pour le coup, c'est tous les journalistes font ça en général. Lorsque une équipe se déplace à l'étranger, en général, c'est toute une délégation qui s'en va. Donc là, tous les journalistes étaient dans ce gros avion, je m'en rappelle, avec des partenaires et tout ce que vous voulez. Et là, l'hôtel, à l'époque, ma chambre était presque aussi grande que l'appartement que j'avais. Je caricature, mais pas loin. Et on a fait un partout, on est reparti le lendemain. Et c'était vraiment superbe à vivre. Ouais. Un grand moment footballistique. Ouais. Ingrid, c'est bon? Oui, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, Mathieu, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. À très bientôt, Mathieu. Bonne journée. Merci beaucoup. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, à ce moment précis de l'émission, après avoir eu cette longue interview de Mathieu Barbier, c'est le moment détente. C'est le moment où on est bien, relax, au quoi elle aime. Ok, c'est bon, elle a dit tous les mots de John en une seule phrase et elle est toute fière. Je la vois. Qui on a? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui est-ce qui va t'affronter aujourd'hui, Hakim? C'est moi qui ai préparé le quiz. Tu sais, on prend l'actualité sportive nationale, hop, on met tout ça dans un quiz. C'est énorme parce que tu te rappelles. Et après, on compte les points. Nous avons le dimanche. J'avais fait un poker cette semaine, la semaine dernière. T'as perdu? Non, j'ai fait 2. 2? Ouais, ça m'a énervé. Moi aussi j'en ai fait un, mais j'ai pas eu de chance. Hein. J'ai été sorti avec As, Valet, As 10. Enfin bon, bref. Avec une quinte venue de l'espace, vraiment pas. Pour t'affronter aujourd'hui, on a Arnaud, ça fait longtemps. Salut Arnaud. Oui. Bonjour Arnaud. Qui fête son anniversaire aujourd'hui, 26 janvier? Non. J'attends 2 réponses, messieurs. Ça m'énerve. J'attends 2 réponses, messieurs. C'est un footballeur? Oui. Est-ce que c'est un footballeur de Ligue 1? Oui. Footballeur français? Oui. De Saint-Étienne? En activité. Fekir? Non. De Lyon? Non. Paris? Parisien? Non. Marseille? Un Marseillais. Je sais, Thauvin. Florian Thauvin qui fête aujourd'hui 26 janvier. Quel âge a-t-il, tiens, pour une question? 26 ans. Non. 27, 25. 25, j'ai dit. Moi, ça compte pas comme un point. Non, c'était une question en plus. C'est bien, l'Arnaud, les questions sans points. Le second, qui est-ce qui fête aujourd'hui son anniversaire? C'est un athlète. C'est du sport? C'est du sport? Oui, on parle de sport. Ouais. C'est une émission sportive. Un sport de raquette qui n'est pas le ping-pong. Il est en Angleterre, mais. Bah, je dis en Angleterre, non? Ouais, me dis non. Alex Ferguson. Mais il joue pas. Arsène Wenger. Non. C'est un entraîneur. Oui. C'est Gérard Rouillet. Enfin, je crois Mourinho, je crois qu'il est entraîneur. Il fête aujourd'hui ses 55 ans. José Mourinho. Comme toi, alors. Les 25 ans de Florian Thauvin, les 55 ans de José Mourinho. Un point pour toi, un point pour Arnaud. Il y avait aussi l'anniversaire de Jean-Paul Rouve, mais comme c'était pas du sport, je l'avais mis de côté. C'est l'entraîneur quand même à Monaco. Ah oui, c'est vrai. Elle s'est claqué les chicots dans le micro avec ta blague. Oh, Ingrid, poursuis. J'ai une dent en moins. Qui a déclaré qu'il préférait regarder le golf plutôt que les matchs du PSG? Un Marseillais. Guiméco. Non. Qui a déclaré qu'il préférait regarder le golf plutôt un Madrilène, oui. Un Français. Sergio Ramos. Hein? Non. Ah. Benzema. Gareth Bale. Il a dit avant toi, je crois, Gareth Bale. Interrogé par l'ESPN, il a confié qu'il ne regardait ni les matchs du PSG, ni le foot de manière générale. L'ailier du Real de Madrid avoue sa préférence pour le golf. Ça me surprend toujours ça, les gens. Je crois qu'il disait ça dans un sens, tu sais, un peu pour les tailler, quoi. Il dit qu'il regarde pas le foot, qu'il préfère regarder du golf. Arnaud 2, Hakim 1. Pourquoi? 3, j'ai trouvé l'âge de Thauvin. Non, mais non, ça comptait pas. Ah, ça comptait pas, bah voilà. Attention, parce d'énervement. Tu peux perdre des points pour mauvais joueurage. Oui. D'accord. D'ailleurs, tu viens de le perdre, d'ailleurs. Pourquoi Pita, Tofa, Tofua fait-il à nouveau le buzz? Il a faim. Non. C'est quoi, c'est un rugbyman? À nouveau le buzz. Ouais, ça veut dire qu'il a déjà fait le buzz une première fois. Pourquoi Pita? Oui, pourquoi Pita, Tofa, Tofua? C'est un Pikachu, ça, non? Non. Mais c'est quoi cette histoire? J'en ai vu des quiz. Hein. Ah, moi j'aime bien. C'est quoi? Un scooter sur le stade. Il a défoncé, il a blessé un autre joueur. Non, c'est un tongien. Un pongien? J'ai une bonne réponse. Un tongien des îles Tonga. Ouais. Eh ben, c'est un rugbyman. Non. C'est un athlète de sport individuel? Oui. Ah non, oui. Judo. Il va faire dans 2 disciplines différentes. Allez, je suis obligée de t'accorder le point. Hein. Et il a déjà fait le buzz parce qu'il a participé au dernier JO de Rio.
Il participait au tournoi de taekwondo. Alors il a fait le buzz parce que Hakim, tu dois te rappeler, il avait défilé avec son corps huilé, simplement vêtu d'un pagne traditionnel. C'était assez, on va dire, érotique. Donc il avait déjà fait le buzz. Ouais. Et là, il cherchait un nouveau défi. Et alors, il s'est tourné vers le ski de fond. Du coup, il va participer au JO d'hiver de 2018. Oui. C'est une discipline qui est assez peu connue dans l'archipel polynésien parce qu'il n'y a pas de neige. Donc il fait entre 22 et 28 degrés toute l'année. Pendant 1 an, il s'est entraîné avec des roller skis. Et là seulement, il va commencer à s'entraîner en Islande dans la vraie neige. Est-ce qu'on peut mettre cette question dans la catégorie des scooters sur le terrain de foot? Mais non. Ah, peut-être. Ouais, oh, quand même. Tu viens de perdre un point, Arnaud, c'est ballot. Quel sportif tellement d'amants. Hein? Quel sportif a-t-on pu voir s'emporter contre un spectateur la semaine passée? Tsonga. Tennisman. Tsonga. Joe Wilfried Tsonga, battu au 3e tour de l'Open d'Australie. Il s'est emporté contre un spectateur. Il lui a lancé qu'il vienne ici, je vais lui régler son compte tout de suite. Oui. L'arbitre a immédiatement demandé aux Français de s'arrêter et il lui a adressé un avertissement. Un avertissement. 4 points pour Arnaud. Il est un peu simple le cul, je trouve. Il boude, hein. Hakim, il boude, hein. Il fait du boudin. Mais il est simple aussi ton cul. Alors attention, parce que là, c'est une question qui. Là, ça me concerne. On va parler de mode. David Zitelli. Quels sont les 3 footballeurs que l'on a pu apercevoir à la Fashion Week cette semaine, au défilé Louis Vuitton pour être plus précise? Bah non, mais on l'a eu la semaine dernière. Bah oui. Au défilé Louis Vuitton. Oui, c'était où? Rossi. À Paris. Rossi. Neymar. Ah, Paris. Neymar. En voilà un point pour Hakim. Mbappé. Non. C'est que des Parisiens. Kevin Trapp. Kurzawa. Kevin Trapp. Ah oui, bien sûr. Bah quoi, il est beau. 4-3. Je regarde les beaux joueurs du PSG. Verratti. Cavani. Non, un joueur qui n'est plus en activité. Arnaud. Dorasso. Beckham. David Beckham. Les 3 joueurs, Neymar, Kevin Trapp, David Beckham, présents au défilé Louis Vuitton cette semaine. Dernière question, les garçons. Bah si, à 5-3. 5-3, elle vaut 3 points. Bah oui, normal. Bah normal, c'est normal, tout à fait normal. C'est une dure, hein, c'est pour ça. Non, mais autrement, les gens, ils écoutent plus. Autrement, ils zappent, tout ça. D'accord, suspense alors. Non, je crois qu'elle est simple. Quelle mésaventure est arrivée à Alex Smith, le gardien des Queen's Park Rangers, le week-end dernier? Il a marqué un but contre son camp. Je pensais que vous l'aviez lu. Non, c'est pas ça du tout. Ah, il a tapé un supporter cette semaine. Non. Il a bu une bière. Alors non, on est dans une histoire de boisson, mais pas une bière. Ah, il a pris une gourde dans la gueule. Oh, il y a un peu de politesse. Ah, mais non. Attention, tu vas perdre des points. Ouais, non, pas de politesse. C'est une histoire de flotte, t'as dit. Non, il a pris un Red Bull. Il y en a un qui est rentré sur le terrain, là, un infirmier, et il l'a fait tomber. Ça arrive, ça, des fois. Des fois, quand il le porte avec le bras encore. Ouais, je vois. Tu vois, je vois la scène, ouais. Eh ben, des fois, hop, tu switches, tu glisses. Non, c'est pas ça. Switch. Non, non. C'est pas ça. C'est bien raconté, mais non. Alors, dans ce cas, il a eu un problème de flotte avec quoi? Vous avez pas vu ça? Bah, il y avait un. Ah, si, je sais en plus. Ah oui, je sais. bah oui. Si. Il y a quelqu'un qui a fait pipi dans sa gourde. J'ai vu. Et attends, j'ai vu ça, c'était dingue. C'est la seule info que j'ai vue de la journée en plus. Ah, moi, j'ai pas vu les images. Tu les as... C'est non, j'ai pas vu ça. les images, mais j'ai vu. En fait, il y a un supporter de Middlesbrough. Attends, parce qu'il a été condamné, le mec. Ouais, non, mais il a uriné dans sa bouteille d'eau. Oui. Donc, en fait, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit le mec prendre la bouteille, faire pipi dedans, et la jeter dans son but. Et il a bu. Et oui, il a bu. Et donc la police de Londres a arrêté l'homme et il va être présenté à la justice. Non, mais t'es présenté en justice pour avoir. Tu dis Hakim, t'as déjà goûté? Bah non, mais la chance. Hakim, Arnaud, c'est Hakim qui l'emporte. Oui. Oh là là, sur le fil. 6-4. Sur le fil, mais tu t'es bien battu, hein, franchement. Je dois reconnaître que mais c'est vrai que. Pourquoi tu trouves jamais les c'est pareil. La semaine dernière, t'as gagné? Bah non, encore une question à 4 points. Non, t'avais gagné contre Ygritte. Oui. Bah t'as gagné la semaine dernière. Bah non, on m'a dit que non. Je sais plus. Mais si, écoute pas qu'est-ce qu'elle te dit. T'avais gagné. On a fait 2, 3, 4 questions subsidiaires, t'avais toujours gagné. Copain. C'est la dernière fois que je te fais gagner. Ah oui, ça va. Hein. Bon, en tout cas. Tu t'es gagné au poker, au quiz et tout, quoi. Ouais. En tout cas, on a l'habitude de te laisser, Arnaud. Tu nous lis toujours un pronostic qui est toujours exact. Alors là, on l'attend. C'est le pronostic. Bien sûr, la SNC Lorraine reçoit le Stade Brestois. Ça a lieu ce soir à 20h. D'ailleurs, tu vas bientôt te rendre dans ton survêtement pour aller sur ta banquette. Ouais. Prends le bus. Allez, donne-nous un pronostic, toi, là. 0-0. Parce qu'il a vraiment tous les talents. Oh, il est chiant. Oh, 0-0. Ça sent le 0-0, ça?
Ah, il verrouille. Il verrouille, mais est-ce qu'on n'est pas cap de mettre un but? Non. Avec le nouveau coach, non, ça va être un déclic. Il en met 6 dans le but. Un déclic technologique là avec le nouveau coach. Un électrotechnique. Gabi, il en met 6 dans le but et 4 secondes. Un choc électrotechnique. C'est un choc électronique, je dis. Saucisse. Bon, ok, merci Arnaud. Hein. Allez, merci de ta participation. Salut Arnaud. À bientôt. Salut. Ciao. L'avant-match de l'ASNL. On peut quitter, Ingrid, cette émission, ce studio, toi, moi, nous, autour de cette table, sans aborder cette partie concernant l'AS Nancy-Lorraine. C'est cette partie qu'on a l'habitude où on donne globalement les infos, surtout sur l'équipe adverse, l'équipe que l'AS Nancy-Lorraine reçoit ce vendredi. Et en toute fin d'émission, donc, il y aura les pronostics. Ingrid, je sais que tu as toujours des petites notes briefées sur notre adversaire. Là, c'est le Stade Brestois, ça doit être vachement intéressant. Ouais, ça me fait penser à Mathieu Barbier. On a pu lire qu'il disait que, en fait, quand il commentait des matchs en Ligue 1, il avait pas besoin de se documenter, parce que c'est vrai que les joueurs, les équipes de Ligue 1, on sait à peu près tout sur elles. Et que lorsque l'AS Nancy-Lorraine était en Ligue 2, ça exigeait un petit peu plus de boulot, parce que ça exige de se documenter sur l'équipe adverse. Ça rassure alors de la part d'un les Quevilly, les Brest, les Nîmes, etc. On n'est pas forcément capable de citer tout l'effectif comme ça de tête de mémoire. Mais en tout cas, c'est justement ton rôle, c'est ce que tu as fait, c'est toi. Tu recherches ce qui va forcément nous intéresser de retrouver dans ce contenu du match du côté brestois, Ingrid. C'est le contenu de ta recherche. En tout cas, moi, ça m'intéresse, tu vois, quand je vais à Pico, d'avoir fait une espèce de recherche un tout petit peu documentaire, je me prends pas pour ce que je suis pas, et j'ai un œil un petit peu particulier sur quelques joueurs dont on a pu parler ici. Brest, c'est 7ème. Ingrid, attends, excuse-moi de te couper, tu vas au match? Oui, j'y vais là. Oui, parce que là, t'es prêt, gogo. Gogo. Ouais, donc Brest 7ème à 2 points seulement. Alors 7ème, mais alors il faut pas se laisser leurrer par ce classement 7ème. En fait, ils sont seulement à 2 points de l'AG Ajaccio actuel, 3ème du classement. Je connais pas. L'AC Ajaccio, oui. Gazélec Ajaccio, je connais. Mais l'AG Ajaccio, c'est quoi? C'est une nouvelle association là-haut? Brest, c'est la 2e équipe à l'extérieur, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer. Ils ont pris 20 points chez leur adversaire. Seul Reims a fait mieux en Ligue 2. C'est la 5e attaque, 33 buts. Par contre, c'est seulement la 10e défense. Ils ont encaissé 27 buts depuis le début du championnat. Mais c'était carrément ouvert, hein. Brest joue la montre. Saurais-tu me dire, sans ton smartphone, Hakim, quel a été le résultat du match aller lorsque nous sommes déplacés à Brest? J'en ai le souvenir parce que ça a été rare. On s'est imposé 2-1, je crois. 1-0. Tu as le score, mais Brest s'est imposé 2-1 face à nous, avec un but de Youssouf Hadji. Ouais. Mais surtout, ce match a été marqué par un fameux événement, lequel... Exact. Oui. C'est ça en fait qui m'a marqué. C'était le fameux coup de sang de notre gardien. Ouais. C'est là-bas que Jourdain avait pris son fameux carton rouge et copé de 10 matchs de suspension, match dont il vient à peine de purger. Alors, il fallait des motifs je savais que j'allais pouvoir compter sur toi à ce niveau-là. Par contre, dans les analyses, c'est toujours le top, mais forcément, avec la saison actuelle de l'AS Nancy-Lorraine, t'avais du mal à trouver des points positifs. Est-ce que ça a été le cas aussi cette semaine? Alors là, je peux te dire que tous les feux sont en vert. Brest reste sur 3 matchs sans victoire en championnat. Une défaite, 2 matchs nuls. Alors c'était des cadors, je sais plus lesquels. Reims, il me semble. En tout cas, voilà. Mais surtout, Nancy peut compter sur le choc psychologique. Ils viennent de changer d'entraîneur. Enfin voilà, on sait toujours. Je sais plus la proportion. C'est un petit effet toujours. Mais on va gagner. La preuve avec Bordeaux le week-end dernier, qui s'est imposé à Nantes, une équipe réputée compliquée à jouer. Voilà, avec un préparateur physique à leur tête. Et puis donc les joueurs de Nancy qui ont été mis au placard par Vincent Ognon ou par son prédécesseur là, vont avoir vraiment à cœur de faire bonne figure pour le nouveau coach. T'as raison. Donc je pense qu'on va gagner largement. Au niveau de l'effectif brestois, on peut citer Bruno Grougy, le fidèle. Ouais, je crois que d'ailleurs, j'allais te dire, c'est peut-être un des seuls. Je crois que c'est sa 9 ou 10e saison à Brest. C'est exactement ça, le fidèle. Enfin, tu penses Brest, tu fermes tes yeux comme ça, tu vois le maillot et tu vois Grougy. Tu le vois? Attends, non, je vois aussi Nolan Roux. À Brest, oui. Mais et je vois... Ah non, je vois, c'est tout. non, en fait, à Brest, c'est triste, quoi. C'est comme si on dit Dijon, tu vois Tavares. Enfin, je sais pas, il y a des clubs qui sont clairement... Il y a des joueurs qui sont clairement identifiés à un club. Moi, Brest, c'est Bruno Grougy qui est resté fidèle malgré la descente en Ligue 2. La même coupe de cheveux. Habib Diallo, 4 buts, 2 passes décisives. Et puis j'ai noté aussi Édouard Butin aussi, 4 buts et 2 passes décisives. C'est les seuls que j'ai reconnus dans l'effectif brestois. Analyse très complète, Ingrid. Merci, monsieur. Cap Sport, les pronostics.
Après cette analyse très complète, justement, c'est le moment où on passe au pronostic. Alors, on vient de le dire, hein, Ingrid, hein, notre cher petit Arnaud, 0-0. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je crois vraiment et fermement à une victoire de l'AS Nancy-Lorraine parce qu'il le faut de toute façon pour mettre fin à la sinistrose à Pico, parce qu'il y a un nouvel entraîneur, parce qu'il le faut. Moi, je vois une belle victoire de Nancy, 2-0, avec un but de Bassi et un but de... Je vais réfléchir pendant que tu donnes ton pronostic. Ben non, moi j'allais aussi te dire qu'il va y avoir un choc électrotechnique. Et que l'AS Nancy-Lorraine va s'imposer. Sous le score donc de 3-1. On va mettre des buts, on va claquer du but. Alors. Ah ouais, on va claquer du but. Hein. Alors ça veut dire qu'il faut que tout t'engages sur 3 buteurs. Facile, à ton avis? Adji. x2. Et un but de Mumu. Ah non, je pas. Donc tu réfléchis au voix haute. Amine Bassi. Amine Bassi. À toi. Eh ben moi je crois que je vais dire un but d'Adji aussi. Je pense qu'il va pas être titulaire, il va rentrer en fin de match. Mais, donc 2-0 Bassi Adji. Voilà. Toi 2-0, moi 3-1, j'ai souvent le score exact. Ouais, c'est vrai. C'est sur moi. En tout cas, on va bientôt se quitter. On remercie bien évidemment Mathieu Barbier qui nous a fait le plaisir de participer à cette émission, mais aussi les intervenants au cours de cette interview, qui étaient donc Laurent Piloni, Gennaro Brasigliano et Marco Ferreira, donc des proches de notre cher invité d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, si tu le veux bien Ingrid, pour une émission encore plus fantastique. Et j'espère que tu feras un effort sur la tenue vestimentaire. On avait dit pas les fin janvier. C'est le moment là, paf, tu peux y aller. Tu seras là la semaine prochaine? La Fashion Week, paf. Oui, paf, je serai là. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut.